Alors, euh, on va parler de deux. Enfin, on va croiser deux sujets. On va croiser le sujet de Hanouka, même si c'est un peu en avance. Mais en tout cas, quelques idées de Hanouka. Et on va surtout euh, essayer de comprendre pourquoi les deux personnages, les deux personnalités qu'on croise beaucoup pendant cette période au niveau des parachutes, ça commence maintenant, Yetse, etc., 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 c'est les deux principaux, c'est Yaakov et Yosef. Pour comprendre ça, en fait, les deux représentent quelque chose, et on va surtout parler de Yaakov aujourd'hui, et je vous explique. Vous vous rappelez, on avait dit Avraham, c'est le chesed, Avraham, c'est la bonté, et on avait dit c'est la partie droite, d'accord? Comme un corps humain, il y a une partie droite. Même au niveau de le corps humain, Avraham, c'est la main droite. C'est pour ça qu'il faut servir de la main droite, donner la tzedaka de la main droite, etc. Donc c'est etc. Yitzhak, c'est la main gauche, c'est la rigueur, la gvoura, d'accord? Mais Yaakov, c'est le torse, la partie centrale. Et donc c'est ce qu'on appelle en hébreu Tiferet. Alors Tiferet, j'aime pas trop quand on traduit par beauté. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Je préfère quand on traduit par splendeur, même si c'est pas exactement ça, mais c'est déjà un peu plus mignon. Mais aussi, on sait que Yaakov représente le Ish Emet. D'accord. Et on voit tout de suite, même dans la position du corps, ou dans ce que je viens de dire, à droite, à gauche, et puis Yaakov au milieu. Ça sera la même chose plus bas, avec Moshe à droite, Aaron à gauche, et Yosef au milieu. Et après, David en bas. Bon, l'homme est chané. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un sujet de milieu. Dans toute construction, le milieu, c'est ce qui stabilise. D'accord? Le milieu. Et donc, même quand on dit que Yaakov, il est le Ish, il est l'homme du Emet, bah c'est fabuleux de voir, et vous le savez, que dans le mot Emet, il y a exactement cet équilibre-là. Puisqu'il y a la première lettre Aleph, la dernière lettre Tav, et la lettre du milieu même. Donc, on est en train de toucher un sujet qui est important, c'est que Yaakov, quand je dis Yaakov, c'est le Yaakov qui est en nous, il y a notre copain des... Ouais. Ah, il sait que c'est le cours, il a envie d'écouter. Même dans les lettres, émettent. Ouais. Elles ont deux pieds. Exact. Et chacun, il est... Ce que sur une. Exactement. Donc, on voit qu'il y a un yann d'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire l'équilibre? On va commencer à toucher au sujet. Moi, il y a quelque chose qui me dérange. Pas une chose, mais là, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a qu'une chose qui me dérange. Dis-moi, Yitzhak, on dit il fait naître deux enfants, Esav et Yaakov. On sait, on a expliqué ça la semaine dernière rapidement, il n'y a pas besoin de trop s'étendre parce que c'est pas le but. À la base, il y avait deux responsabilités complètement différentes. Esav représentait ce qu'on appelle le Yetzer Hara, il représentait le monde matériel et il devait s'occuper de ça. Ça veut dire que Esav devait s'occuper de la partie matérielle du monde, Yetzer Hara, etc. Yaakov représentait celui qui s'occupe du Yetzeratov, et c'est celui qui est Yoshev Baolim, qui est assis sous la tente et qui étudie. Donc à la base, tu avais deux enfants, en gros, un qui fait du business, un qui fait de la Torah, et puis à eux deux, c'est comme le ski, ça s'équilibre bien. Pour X ou Y raison, Esav, il a dit même pas en rêve, Yaakov s'est retrouvé avec les deux rôles, et c'est pour ça que Yaakov gagne un nouveau nom qui s'appelle Israël. Et si vous regardez bien, ce qu'on avait expliqué, Yaakov, ça représente Ekev, ça veut dire le talon, ça veut dire une partie qui est proche de la terre. Et tout d'un coup, il gagne une prina, il gagne un niveau qui s'appelle Israël Roche. Donc, la tête. Ça veut dire que, de la même manière que Esav était lié au sol, était lié à la terre, quelque chose a priori de bas, même si c'est un tafkid important, c'est un rôle important. Et que Yaakov était l'homme de la spiritualité, l'homme de l'attente. Au moment où Yaakov récupère les deux rôles, et ben Yaakov devient le niveau bas et Israël le niveau haut. Donc il y a vraiment quoi? Vous allez voir pourquoi je parle de tout ça. Parce qu'il y a vraiment un équilibre dans les choses. Un équilibre, d'accord? Maintenant, ce fameux Yaakov, Baruch Hashem, je comprends pas un truc là encore. Qu'est-ce que tu lui veux? Moi je te présente quelqu'un, je te dis, ce mec-là, c'est un génie, il est spirituel, il est intelligent, c'est un rave. Et tu le vois, ce mec toute la journée, il court, il va à gauche, il machin, il bosse. Mais je comprends pas. Il est Yoshev Bawalim, il est fait pour être assis dans les tentes pour étudier, ou il est fait pour courir dans les rues? Ça ou ça? Je comprends pas. Yaakov Avinu, celui que tu me dis, il représente la vérité.
Il représente le monde spirituel. Qu'est-ce que tu lui proposes comme programme? Il se barre 14 ans chez Lavan, ou un peu plus même, à faire, à travailler comme un bœuf, à travailler, à travailler comme un chien, tu m'excuses du terme. Et ouais, et chez l'arnaqueur du siècle. Et Yaakov Avinu, qui est le Ish Emet, tu lui dis, tu veux des brachot? Vas-y, pipote ton père. Déguise-toi en Esav. Mais attends, j'ai pas compris, au secours. Qu'est-ce que tu veux chez ce Yaakov? Tu veux le rendre psychopathe, tu veux qu'il tremble, tu veux qu'il ait Alzheimer, Parkinson à 10 ans. Tu me dis qu'il représente le Emet, tu le mets dans le shaker toute la journée, et tu lui fais passer par des chemins complètement tortueux. Tu me dis qu'il représente la personne qui est le spirituel, tu le fais travailler comme un âne chez Monsieur Businessman. Qu'est-ce que tu veux chez lui? En fait, il y a une prina, il y a une existence beaucoup plus puissante chez Yaakov. Il est le ish du Emet, il est le ish du Emet et tout ça, oui, mais c'est plus fort. En réalité, il est le ish de l'équilibre. Ça veut dire qu'en réalité, justement parce que tu es quelqu'un de très spirituel, ça veut dire, imaginez si je voulais jouer au miroir, si je lève mon bras gauche très très haut et que je veux faire le miroir avec l'autre main, de l'autre côté en bas, et bien il va descendre très bas. Vous avez compris l'image? Ça veut dire qu'à Tkama, justement, parce que tu es un ish très très haut spirituel, je vais te demander de descendre très bas. C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit un tzaddik émet. Un tzaddik d'équilibre, un tzaddik de vérité, c'est un tzaddik qui est très très haut. Tu peux même pas comprendre. Toi, tu crois qu'il mange, il mange pas. Tu crois qu'il discute avec toi, il est en train de penser à autre chose. Tu peux pas le comprendre. Mais d'un autre côté, il est avec toi. Il est très très bas. Un tzaddik émet, il dit, il ramasse les neshamot. Les neshamot perdus, les neshamot pour faire tchouva. Pourquoi il se touche à ça? Réfléchis. Venez, on réfléchit salement, on va dire. En réalité, logiquement. Toi, tu es un mec qui adore la propreté. Mais une fois, un mec, il vient, il te fait tomber un truc. Une autre fois, il ramasse pas. Tu fermes la porte. Enfin, c'est logique. Je comprends pas que tu es sadique. Tu te rapproches de Dieu. Tu n'aimes que Dieu. Tu ne vois que Dieu. Comment tu supportes ce dragon à 4 têtes avec sa vérote? Tu devrais le vomir. Non, sadique émet. Parce que réellement, tu émet, tu es construit constamment sur la compréhension que le monde tient sur un équilibre. Donc en réalité, Atkama, tu es sadique. Et Atkama, tu supportes en réalité la personne qui est basse. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est un équilibre. Il est là parce que tu es là, t'es là parce qu'il est là. Donc, voilà. Donc maintenant, encore... C'est vrai, mais tu sais comment les gens y font. C'est la volonté de Dieu que tu aies besoin d'argent. Mais si tu me demandes, va lui demander à lui. Tu vois, tu connais les gens qui sont capables de se briser et de chercher l'équilibre, vous allez voir que c'est rare. Maintenant, on est en train de toucher à la Nekuda. Yaakov Avinu, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que... Alors les autres sont extraordinaires aussi, mais je veux dire, il est extraordinaire parce que c'est pas logique. Il y a quelque chose de très bizarre chez lui. Je te répète, tu me dis que tu veux étudier, je te jette dans le business. Tu me dis que tu as un ish de Emet, je te fais gagner tes brachot par des déguisements et des machins, je te fais faire passer pour ton frère, je te demande de mentir, je te demande... Attends, mais t'es le ish Emet ou pas? Et là, on approche doucement à quelque chose. La Torah, c'est pas Hollywood. La vérité, c'est une recherche. L'équilibre, c'est un travail. Vous savez, quand on marche, on se rappelle plus parce que nous, maintenant, on assure. Pied droit, pied gauche, tac, petite feinte, hop, on s'arrête, machin. On est devenus des grands marcheurs. Mais rappelle-toi, au regard d'un enfant, quand il apprend à marcher, tu te dis à chaque pas, il va se viander sa tête. Pourquoi? Parce que physiquement, quand tu demandes à un physicien ou un mathématicien, tu lui dis c'est quoi la marche? Il te dit, définition de la marche, c'est une suite de chutes maîtrisées. En réalité, tu chutes d'un côté et de l'autre, mais simplement, et ça se voit au début, voilà, un enfant, tu te dis, des mecs, il marche pas, il se casse la gueule, au secours. Et lui, non, il est content, il a l'impression, tu te dis, ah, en avant, non, en arrière, machin, mais tu vois, et pourquoi ça se fait pas? Pourquoi toi, tu n'as pas ça? Parce qu'en réalité, on marche, nous aussi. Mais pourquoi on a plus ça? Parce que nous, au Hachem, on a trouvé l'équilibre de notre fesse, on a centralisé le côté, on est sur le milieu, quoi, on sait travailler notre centre de gravité milieu, et on y va. Et on a le rythme, et on comprend. Mais en réalité, n'oublie pas, ne fais pas l'erreur de penser que cet équilibre-là, c'est pas un travail d'équilibre. La preuve en est, un jour, tu as mal au côté gauche, tu te mets à boiter. Mais je comprends pas, à 30 ans, tu boites, tu sais pas marcher. Mais non, j'ai un problème d'équilibre. Ah. Là, c'est sur la marche.
En réalité, toute notre vie, c'est ça. On a une Prina de Yaakov chez nous, on a un rôle extrêmement important de chercher l'équilibre. C'est de quoi chercher l'équilibre? Ça veut dire, vous allez voir après le lien avec Hanouka, si j'oublie, vous me frappez, vous dites Hanouka, Hanouka. Doucement, il était content, il dit frapper, il regarde avec un œil brillant. Doucement, Max, doucement, je suis fragile. On a un travail d'équilibre. C'est quoi ce travail d'équilibre? Ça veut dire que on va repérer chez chacun de nous une force. Bon, Rachel, on a tous des forces. Je suis rigoureux, je suis généreux, je suis sociable, je me mets pas en colère facilement, je me mets en colère facilement. Bon, on va tous se trouver, on essaye de se connaître, mais on va tous essayer de trouver qui on est, quel style de personnage on se situe. Mais là, le jeu, il est où? Le jeu, il est je découvre ou je me rends compte que je suis Gvura. Je me rends compte que je suis plus recette, je me rends compte que je suis bien avec les gens qui me ressemblent, je me rends compte que j'adore être confronté aux gens complètement tordus, ça me fait kiffer. J'aime pas les gens normaux, j'aime pas les gens gentils, moi j'aime bien les mecs, tu vois. Je me rends compte, j'apprends à me connaître dans mon rapport. C'est pour faire quoi ça? C'est pour déclencher chez toi un travail d'équilibre. Ça veut dire que, en réalité, je m'appelle Yaakov Avinu, je suis un homme, les Khatrila on me le dit, je suis un Ish Tzadik Yoshev Bawalim. Moi, ce que j'aime, mon ta'anouk, c'est laisse-moi tranquille avec le Olam Hazé, laisse-moi dans ma tente, étudie. Mais Akadosh Baruch Hu, parce qu'il sait que je suis ça, il va me projeter dans le Olam Hazé. Dans le Olam du Sheker, chez Lavan, le roi de la pourriture, et ainsi de suite. Je vais te projeter là-bas pour que tu équilibres. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que réellement la force que tu as d'être un Ish Tzadik, tu la révèles dans ce qui a priori n'est pas le bon endroit. Pourquoi c'est important? Vous savez, au début, quand on se marie, qu'est-ce qu'on se dit? Ouais, on a ça en commun, on est d'accord et tout. Et dès que tu es marié, tu te rends compte, tu dis, c'est une arnaque sociale ce truc. Ça veut dire quoi? Je m'explique, hein. Je fais un peu l'extrême. Mais en gros, au départ, on se marie pour des petits points communs. Je l'aime bien, elle est sympa. En gros, on a ça en commun, une espèce de petite fourchette. Et dès qu'on commence à se connaître, on se voit que la personne, elle est complètement différente. Que tu dis A, elle dit B, que tu veux ci, qu'elle veut ça. Tu dis, oh là là, peut-être je me suis trompé. Ah, mort. Pas du tout, tu t'es pas trompé. Justement, c'est très bon signe au contraire. Parce que tout le principe du couple, c'est un équilibre. S'il y a bien un endroit où tu peux te casser la tronche, c'est là-dedans. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas l'habitude d'équilibrer, elle est homme, tu es femme, c'est un équilibre. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si en tant que bachour, quand tu es célibataire, tu ne cherches pas l'équilibre avec les gens. Tu ne cherches pas à équilibrer, comme tu disais, tes midotes. C'est-à-dire, je sais que je suis très gvoura, alors je vais me forcer à faire un peu de recette. Je sais que je suis très recette, donc je vais arrêter de faire n'importe quoi et je vais essayer d'écouter quand on me dit A, B, C. Si je n'ai pas l'habitude de travailler sur moi, mon équilibre à l'intérieur de moi ou à l'intérieur des situations, ben quand je me marie, je suis un chieur. Excusez-moi du terme, je suis chiant. Pourquoi? Parce que ça devient encore plus compliqué. Déjà avec moi, j'avais aucune compréhension que tout ce que je rencontrais, c'était pas pour classer, tu sais. Nul, bien, 10, 0. Mais non, t'as pas compris. Tout ce que tu vois, tout ce que tu rencontres, c'est pour équilibrer. Dis-moi, tu passes pour un grand rabbin, mais pourquoi? Parce que les mecs, enfin, ils n'ont pas le temps d'étudier. Mais si tu étais chez Baba Salé et Babo Zazou, à la veillée, où tout le monde le plus nul, il a fait le Zohar 3 fois dans le sens inverse, tu serais quoi? Tu serais en train de regarder le plafond et de dire, faire Kélo, tu comprends. Donc tout est relatif. Donc l'autre, c'est quoi? L'autre, c'est celui qui te permet de savoir où tu en es, et donc de chercher un nouvel équilibre. Donc d'amortir la chute, d'amortir de ce que tu es en train de construire. Donc c'est extrêmement important de comprendre que pourquoi Yaakov Avinu, il nous dit, si réellement tu veux construire, cherche l'équilibre. Là encore, dans la construction physique d'un immeuble, si au niveau du carca, si au niveau du étage 1, étage 2, si au niveau de la construction, il y a un déséquilibre, allez, pas beaucoup, d'accord? On va dire 4 cm de dénivelé vers la gauche. Si ton immeuble, il fait 7 étages, c'est-à-dire tu t'en sors. Il y aura peut-être des problèmes dans l'ascenseur, c'est tout. Mais si ton immeuble, il fait 40 étages, au 10e, c'est la tour de Pise, fils. Parce que c'est 7 mm en bas au niveau de la truc, en haut, il tord complètement le truc. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu construis, quand tu n'as pas cherché l'équilibre, peut-être que ça se voit pas ici, mais plus tu construis, plus les choses vont se déséquilibrer. C'est pour ça que les gens, des fois, toute leur vie, ils tournent sur un truc qu'ils n'ont jamais voulu rencontrer.
Tu sais très bien ce que c'est ça que tu dois travailler. Tu sais très bien qu'Akadosh Baruch Hu, que ce soit au travail, que ce soit face à ces gens, c'est toujours vers le même système qui t'envoie parce qu'il cherche à te prouver que tu dois travailler un nouvel équilibre. Alors travaille, arrête de dire non, 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 moi je reste sur une jambe. Si tu restes sur une jambe, c'est du sheker. Ce qu'on a dit tout à l'heure, le Emet, c'est des lettres qui ont deux jambes, Aleph, ça a deux jambes, etc. Sheker, il n'y a qu'une lettre. Ça veut dire que c'est grave, ça veut dire qu'en réalité, tu te mens à toi-même. Tant que tu ne t'es pas confronté aux autres, tant que tu n'as pas révélé, par exemple, je suis un mec génial, bon, ben, fais en sorte que ta femme le dise, ça sera mieux. Je suis un super bon père, ben, c'est mieux que tes enfants t'embrassent, plutôt que tu t'embrasses toi-même. Je suis un mec super au boulot, bon, ben, fais en sorte qu'on te garde alors. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que la confrontation avec l'extérieur, elle est l'équilibre de ce que tu te dis, parce que n'oublie pas que nous, on a une tendance à se kiffer. On a tendance à se kiffer. On s'excuse, on se dit, ouais, non, mais c'est autre chose, oui, non, mais c'est différent. Quand il s'agit de nous, on a toujours des bonnes excuses. Quand il s'agit de l'autre, on est un peu plus précis, bah, au Hachem, on est un peu plus takif, tu vois, un peu plus. On a une satadishmaya de compréhension extraordinaire, mais quand il s'agit de nous, c'est d'air. L'okarakloum. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Très, très important. Vous allez voir le rôle de Hanouka. L'image de Hanouka, l'importance de Hanouka. On va commencer à rentrer. D'abord, je vous dis une petite chose. Vous savez que je le fais pas ici, mais je le fais chez Tonton Royal. On pourrait le faire, mais bon, on verra. C'est compliqué, mais on verra. Pas compliqué parce que c'est compliqué parce que j'ai qu'une heure ici. Mais chaque mois, je leur fais la carte d'identité du mois. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans les livres que chaque mois, il a, comme je vous avais expliqué, il y a le guide du routard du mois. Et donc, je te donne le nom de Dieu, puisqu'il y a une permutation du nom de Dieu à 4 lettres pour chaque mois. C'est extrêmement important. On croit que ça ne sert à rien, c'est vrai que des fois ça sert à rien. Mais d'abord, ça fait appel à un pasouk, un passage. Ça fait appel à une rythmique différente, puisque chaque lettre a un rôle différent. Donc si la chorma elle est placée au milieu, c'est pas qu'elle est placée au début. Si les lettres féminines sont au début, c'est que c'est un mois où tu dois d'abord recevoir pour après donner. Donc c'est pas bon, on s'en fout, ok, c'est Yud Vavke et oh super génial. Non, il y a quelque chose derrière. Donc je donne ça, je donne l'explication du signe, du mazal, puisque le mazal c'est justement la référence au mouvement que Akadosh Baruch Hu, la planète, tout ça c'est écrit dans Gemara Shabbat, Rambam, Ben Ishraï, les références elles sont connues. C'est au moment moi je les Bnei Issachar, bon. C'est pas des inventions, c'est facile à trouver. Simplement, moi, je les compacte pour faire une carte d'identité claire. Le signe, les tendances, l'endroit du corps qui est concerné, la couleur qui est concernée, le chiffre qui est concerné, la lettre qui est concernée. Et c'est extraordinaire parce que ouah, tu découvres, par exemple, quand tu connais ton mois de naissance, tu rigoles, tu dis, Dieu, t'es trop bon, c'est pas possible, t'es trop bon. Comment tu comprends où tu te situes, quoi. Et si tu es au début du mois, au milieu du mois, à la fin du mois. Donc c'est vraiment très important. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que le mois de Kislev, on parle d'équilibre. Le mois de Kislev, il y a, on va dire, dans chaque mois, tu as une espèce de... Pas de rouge, parce que rouge c'est l'essence et il n'y en a que 5. Alors ça fait dur pour 12 mois. Mais on va dire des capacités, des comportements, d'accord? Pour chaque mois, il y a un truc à travailler. Voilà. Caractéristiques comportementales ou sentimentales, non Michel. En tout cas, il est bouillant. Hein. C'est Yannick comme ça, il fait genre il parle pas et d'un coup. Ah alors qu'est-ce qui se passe? Je sais. Ah mon Dieu. Excusez-nous, c'est la pause d'embrassade. Ça va? La titi? Ça va. Donc, ce mois qui se lève, donc le mois dans lequel on est, le mois où on voit Yaakov, on voit Yosef, regarde. À partir de ce mois-ci, vous savez de quoi on parle tout le temps dans plein de parachutes? De Chalomot, des rêves. Qu'est-ce que t'as dit? Chalomi? Ouais, toi aussi t'as faim après. Halloween, de Halloween. Non, de Chalomot, de rêves. D'accord? Et justement, c'est extraordinaire parce que le mois de Kislev, c'est quoi c'est le sommeil. C'est le sommeil. Kislev, c'est le sommeil. Alors évidemment. Avec le lait qui se lève, normalement, c'est. Qui se lève, c'est il se lève en fait. Écoute, mais vous êtes trop fort. Bah, allez, venez, on fait une tournante, chacun il dit un truc et on se taille. Vous êtes trop bouillants. Vous êtes trop bouillants, les mecs. Il faut me prévenir, moi je me chauffe avant là. Je sais pas que vous êtes. Vous faites quoi quand je suis pas là? Vous faites les mecs sérieux? Vous êtes chiant. Vous êtes lourd, vous allez me mettre la pression. Alors,
Allez, on se lance, puisque tu as déjà lancé le truc, vous êtes lancé, c'est bon. Justement, c'est ça le truc de malade. On arrive dans le moment où les nuits sont de plus en plus longues. Bonjour. Les nuits sont de plus en plus longues. Les journées sont de plus en plus courtes. Il fait froid. Le réflexe d'un mec, tu vois, à 5 heures, il fait noir. 5h30, il fait noir. T'as l'impression que c'est la nuit. C'est quoi ton premier réflexe? Tu te mets en boule, tu vas chez toi. Allô, Boker Tov, 5h de l'après-midi, yalla, ça, fais autre chose. Mais c'est un réflexe. Tu deviens un ours. Pourquoi? Parce que dans le sommeil, il y a 2 dimensions. Il y a le sommeil destructeur, signe de dépression, oursifique, tout ce que tu veux. C'est le sommeil qui est catastrophique. Et tu as le sommeil de qui se lève. Le sommeil réparateur, le sommeil de David Ameller qui dormait juste le minimum pour pouvoir se relever et faire la Vodat Hashem. Juste le minimum d'obscurité pour trouver la fiole nouvelle d'huile. Ça, c'est le sommeil de qui se lève. Donc là, c'est un équilibre de malade. Tu te dis, écoute, qu'est-ce que tu veux chez moi? Les nuits sont longues. Bon, bah Dieu, il veut que je fasse des nuits de 24 heures. Mais non, au contraire, tu dois équilibrer parce que les nuits sont longues. Tu dois avoir un sommeil plus court. Tu dois faire l'équilibre. Il y a plus d'obscurité, rajoute de la lumière. Pas dit, à partir de 17 heures, je peux être sous ma couette. Et puis bon, je serai réveillé à 5 heures, mais je baisserai les volets pour gratter jusqu'à 8 heures comme d'hab, parce que je veux pas trop me décaler sur le prochain horaire d'été. En gros, t'es une marmotte. Irs. Au secours. Le sommeil, il faut savoir, c'est le lieu des chalomot. C'est-à-dire, il faut savoir que les navis, les prophètes recevaient leur prophétie au moment des rêves, sauf Moshe Rabbeinu qui, lui, prophétisait et recevait la prophétie en étant réveillé. Mais c'est pendant le rêve. Alors nous, on a de la chance, on rêve tout le temps, on est des grands rêveurs, donc on peut tous prophétiser comme ça. Mais ça veut dire que c'est un endroit, l'obscurité, la nuit, le sommeil, c'est un endroit où Rouhani, qui équilibre tes forces, qui te permet d'être plus grand, ou le sommeil, ben c'est en gros, t'es une tâche, quoi. C'est-à-dire, ta neshama, elle s'en va, t'as une espèce de gros truc bizarre qui dort avec une bave, et quand il faut te réveiller, t'as l'impression de vraiment mechaya metim, quoi. Faut réveiller un mort. Alors c'est vrai que le sommeil, c'est 1/60 de la mort, mais c'est que 1/60, donc ne fais pas le fou. N'accélère pas le processus. Ne rends pas ton sommeil 20/60 de la mort, parce que réellement, t'as l'impression que tu vas... et tu vas inverser à force. Qu'est-ce que disent les gens? Ah là là, fait du bien de dormir. Qu'est-ce qu'il y a 1/60 de la mort, ça te fait kiffer? Genre j'aime bien un peu de mort au rab, c'est d'air. On sait qu'il y a des médicaments qui sont avec du venin, mais un tout petit peu, que si tu veux chez moi. Ah j'adore dormir, ah au secours, au secours. Quand un mec commence à dire j'adore dormir, je lui dis fiston, fais-toi un autre pote que ton oreiller. Arrête, arrête. Tu sais quoi? Calcul, moi tu sais, dans tous les sites internet, ils te donnent plein d'informations hyper inintéressantes. Mais ils te disent le nombre de temps qu'on passe à dormir. Je te jure, tu te mets un coup d'angoisse, tu dis oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Alors là encore, tu as besoin de dormir. Quand tu ne dors pas, c'est pas bon non plus. Mais tu dois faire un équilibre. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, on revient à l'équilibre et à Hanouka. Hanouka, c'est quoi? Il y a énormément d'aspects. On va juste toucher à un aspect par rapport au travail d'équilibre qu'on a. Il y a une bagarre à Hanouka entre le monde extérieur et le monde intérieur. D'accord? Ça veut dire... j'ai 2 exemples en tête, j'ai envie de les dire tout de suite, mais il faut que je vous explique, ça m'a tellement fait rire. Donc on va d'abord expliquer la théorie et après je vous donne l'exemple extraordinaire. Yannick, tu vas kiffer, tu vas avoir mes références, tu vas dire vraiment il faut qu'il se trouve des potes religieux, c'est une catastrophe. Ouais, il y a un équilibre à faire dans Hanouka entre le monde extérieur et le monde intérieur, entre cette petite fiole d'huile qui est cachée dans une poche d'obscurité, de destruction, de tout ce que tu veux, parce qu'en fait, tout est détruit, on te dit, ah, tiens, s'il y avait de la lumière, au secours, c'est bizarre. Et après, cette petite fiole, elle éclaire à l'éternité. Donc, il y a toujours un problème, il y a toujours un enjeu entre le monde intérieur et le monde extérieur. Chez nous, ça veut dire... Ah, et vous savez que, ça je vous le dis rapidement, on allume 36 bougies pendant Hanouka, sans compter le shamash, d'accord? Et que ces 36 bougies, comme ça je vous le jette, un peu de Kabbalah entre nous à la Boker, comme vous êtes bouillants, c'est vrai. 36 bougies, c'est tout simplement les 36 heures où il y a une lumière qui s'appelle Oraganuz, une lumière qui était au moment du Gan Eden, une lumière spéciale où justement le monde matériel et le monde spirituel étaient ensemble, presque au même niveau, voire le monde matériel allait surpasser le monde spirituel. C'était une lumière très spéciale. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu
les premiers pas de l'homme, il a dit, il y a là ça, de côté direct, parce qu'ils vont me le tuer. Il a mis de côté ce oragano, c'est expliqué dans Rashi, dans le Chumash aussi. Il a mis de côté une lumière particulière. Il a dit, pour les tzadikim be'olam haba. En réalité, cette lumière, c'est la lumière qu'on amène à Hanouka. C'est pour ça qu'on sait qu'il y a 36 tzadikim cachés dans chaque génération, qu'Eneged les 36 heures et Keneged les 36 lumières. Et c'est pour ça aussi que tu n'as pas le droit de profiter de la lumière de la Hanoukia. C'est pour ça que tu mets un shamash. Tu n'as pas... Alors que Shabbat, au contraire, à la base, tu allumais les bougies de Shabbat pour pouvoir profiter, manger, etc. Hanouka, tu n'as pas le droit de profiter parce qu'on te dit, hey, Zélo Azman, c'est pas maintenant que tu peux profiter d'une telle lumière. Mais je te donne à goûter un peu. Mais pour pas dire que tu utilises cette lumière, tu mets un shamash. C'est-à-dire tu mets une bougie que tu comptes pas dans le décompte, ce qui est ilou, c'est celle-là que tu profites. D'accord ? Maintenant, on revient à notre histoire d'équilibre. Tu as un combat entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pour ça que ceux qui nous attaquaient à cette époque, c'était les Grecs. Ça veut dire c'est une civilisation qui encourage l'extériorité et qui veut vider de l'intériorité. Ça veut dire, les Grecs, ils n'ont pas dit je veux pas que vous soyez juifs. Il a dit je veux pas que vous soyez juifs liés à Dieu. Ça veut dire, tu veux te reposer ? Bah très bien, moi dimanche matin c'était les foot, toi c'est samedi, d'accord. Mais ne me parle pas, ne m'énerve pas à me parler de Torah, à me parler d'essence, à me parler de Dieu, à me parler de Neshama. Ne me parle pas qu'il y a quelque chose de belle. Dis-moi, on a réfléchi entre potes, on s'est dit que football et puis se mettre une boîte sur la tête, c'est sympa. Philosophie, j'ai aucun problème. Mais que tu me dis que cette chose-là, cette extériorité-là, elle est liée à une puissance intérieure profonde qui est Ratzon Hashem, volonté de Dieu, la force des forces, ça m'énerve. Donc les Grecs, ils étaient contre l'intériorité, ils étaient contre cette fiole, ils étaient contre le fait qu'on dise ça vient de Dieu. Fais Shabbat, n'appelle pas ça Shabbat, appelle ça repos. Mais n'appelle pas ça Shabbat. Ne me dis pas qu'il y a quelque chose d'essentiel, ne me dis pas qu'il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose de caché derrière ça. Dis-moi que tu as envie de te reposer, ben ok, ça ne me dérange pas. Dis-moi que tu trouves que c'est bien de ne pas être avec sa femme tout le temps, et ben appelle ça ce que tu veux. Mais ne me dis pas Nida. Ça veut dire, ne me parle pas qu'il y a un monde extérieur et un monde intérieur. D'ailleurs, la philosophie grecque n'arrête pas de dire que les dieux sont sur terre. Ils adorent faire en sorte de la mythologie, etc., de faire en sorte qu'ils ne veulent pas deux facettes. Ils veulent une seule facette. Ils veulent une pièce à un seul côté. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a... En même temps, c'est extraordinaire dans le mauvais côté parce que tout d'un coup, tu as tout sur la table. D'un autre côté, nous, le Maaseh Bereshit, c'est Dafka bête. Ça veut dire c'est deux facettes. Un juif qui ne comprend pas que toute sa vie, il y a deux facettes dans ce qu'il rencontre. Toute sa vie, il doit équilibrer. Je rencontre ma femme, il y a une facette que je vois, une facette que je dois découvrir. Je suis face à un événement, il y a une facette que je vois, il y a une facette que je dois découvrir. Je suis face à de l'obscurité, c'est vrai, mais il y a une facette à l'intérieur que je dois chercher, c'est peut-être de la lumière, Dafka. Et ainsi de suite. Donc un juif, c'est quelqu'un qui est dynamique. C'est quelqu'un qui... C'est pour ça, extraordinaire, c'est pour ça que Yaakov, purée, le pauvre, à la fin de sa vie, après qu'il ait fait les 12 vatim, qu'il ait survécu, qu'il ait travaillé, Lavan, toutes les épreuves, Esav, le combat, ses enfants, la vente de Yosef, tout ce qu'il a passé au moment où il a fini sa vie, il a tout gagné, il dit à Dieu, je peux me reposer ? Dieu, il lui tombe dessus, mais il le déchire. Tu dis, Dieu, Bémet, non, vas-y, c'est sûr, il n'est pas tunisien, le bon Dieu, c'est pas possible. Sois gentil avec Yaakov, il t'a dit, je peux me reposer, il t'a pas dit, purée, il s'est bagarré toute sa vie, il vient de récupérer Yosef, parce que c'est dans la parachute qu'on va suivre. Et il te dit, je peux me reposer, tu lui tombes dessus, comme si c'était un moins que rien, cool. C'est vrai que c'est pas compréhensible. Dieu, il aurait pu dire un truc, non, là, tu vois, dans la paracha, il lui déchire, il dit, comment tu veux Olamazé, Olamaba, il le déchire. Tu dis, mais pourquoi ? Parce qu'en réalité, il lui dit, tout ton fonctionnement, Yaakov, c'est le fait que tu t'endors pas, justement. Tout ton fonctionnement à toi, c'est que tu dis pas, c'est bon, je suis arrivé à l'équilibre. Parce que dès que tu dis ça, il y a un côté qui va prendre. L'équilibre, c'est quoi ? C'est ce qu'on a dit. L'équilibre, c'est une danse. L'équilibre, c'est un travail constant. Tu ne peux pas dire, je suis arrivé à l'équilibre. Vous avez bien vu ce que c'est une balance. Si tu regardes bien, il y a un petit jeu quand même. C'est jamais parfait. Donc quoi ? Donc c'est ça. Si tu penses que tu es arrivé à l'équilibre de tes midotes, l'équilibre dans ta Torah, l'équilibre avec ta femme, tu es en train de préparer ta chute. Parce que c'est toute ta vie que tu dois travailler. Toute ta vie que tu dois travailler ton équilibre.
L'équilibre entre ton monde spirituel, ton monde matériel, l'équilibre entre l'extériorité et l'intériorité. Maintenant, l'équilibre entre l'extériorité et l'intériorité, c'est quoi? J'ai parlé que c'était un or à Ganouz, la lumière de la Géoula, ce dont on touche à Hanouka. Ça veut dire que quoi? Pourquoi? Bon, ne me tapez pas, Yaniv ne me saute pas dessus. Tu vas voir. Pourquoi personne ne veut la Géoula? J'aime bien provoquer. Très simple. Non, c'est pas vrai, moi je la veux, Yéhi a donné nous, Rabbi Nachman, tout ce que tu veux. Pourquoi personne veut la Géoula, je répète? Très simple. Ah, je t'aime. Parce qu'on n'est pas prêt, mais surtout parce qu'on n'est surtout pas très habitué à tout ça. C'est quoi la Géoula, les enfants? C'est clair qu'on ne s'apprend pas. Je peux même te dire, je peux même te faire une prophétie. C'est pour ça qu'il y a écrit, Razak, c'est pour ça qu'il y a écrit attends-la. D'accord? Et c'est pour ça aussi que je vous fais une prophétie. La première chose qui va disparaître, ouais, bah, je me chauffe. La première chose la première chose qui va manquer au moment de la Géoula, c'est les couches culottes. Parce qu'on va tous aller en acheter direct. Voilà, on va être tous avec des huggies. Pourquoi? Parce que ce que je vais dire, non, il faut être honnête. Pourquoi? Parce que, hein, ouais, moi j'ai fait un stock. Quand on me dit, t'as acheté ta belle chemise de la Géoula, je dis non, j'ai acheté une grosse couche culotte parce que quand je... Pardon, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi on s'aime bien et tout? Parce que comme tu dis, le hors de la Géoula, c'est une lumière qui ne fait plus, qui enlève le masque entre l'intérieur et l'extérieur. Venez, on se marre. Venez, on fait jeu de la vérité, action. Vous vous rappelez quand on était tout petit? Maintenant, on arrête de faire les trucs et on le fait vraiment. Imagine sur la table maintenant, se pose devant vous tout ce que j'ai dans la tête. Oups. Oh, oh. Bah, monsieur le rabbin, ça va? Tout va bien? Vous êtes un peu fatigué en ce moment. Je sens que vous avez des soucis. D'accord? Ça veut dire qu'on a un problème. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a des choses bonnes en nous, il y a des choses moins bonnes, on équilibre, on retient, au Hachem, on retient certaines pensées, on retient certaines paroles, on retient certains actes, certains trucs. On est toujours en travail, en dynamique. Donc on se dit, la première chose que quelqu'un, quand tu dis tu veux la Géoula, il dit oui, après quand tu insistes un peu, il dit, on est vraiment prêt? Ça y est, on est vraiment... Mais non, c'est sûr que t'es pas prêt. C'est sûr qu'on n'est pas prêt. Pourquoi? C'est pour ça qu'on te dit, attends-là. Si c'était dire, ok, c'est bon les mecs, moi je suis bon, vous non, bon, bah alors, t'es toujours dans cette... Pourquoi? Parce que ça fait flipper qu'il n'y ait pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. T'imagines? Ça ferait peur, quoi, je peux rien cacher. En pensée, en parole, en action, tout est équilibré. Plus que ça, si la lumière elle descend, ça veut dire que la connexion entre le tzaddik et le rachat, elle est tellement proche. Ah ben dans l'Olamazé, c'est pas vrai. Dans l'Olamazé, t'en as un qui fait les mitzvot, t'en as un, il sait même pas comment s'appelle Dieu. Mais dès que la Géoula va venir, la lumière, il y a écrit que le roi de rachat et de mal, il va s'envoler. Pourquoi? Parce que d'un coup, tu auras une vision tellement claire des choses que ton libre arbitre, ça sera entre bien ou très bien. Donc ça veut dire que nous, on a peur de ça, parce que on a du mal à demander ça, parce que notre fonctionnement à nous, il n'est pas comme ça. Il est bien, mal, j'aime pas. Il est talouille, un bien ou un mal. On n'arrive pas à comprendre cette unité que la Géoula, elle va amener. On a du mal à comprendre. Maintenant, ce qui est sympathique, c'est que Dieu, j'étais dans un bureau, et je ne sais pas pourquoi, j'étais sur l'ordinateur. Et je voulais chercher un truc, et j'arrive sur l'ordinateur, et il y avait une page internet ouverte. Et je regarde comme ça avant de baser, et je vois deux articles, et je sais pas pourquoi, il y en a un que je lis pas, c'était juste l'entête, et il y en a un, je rentre dedans pour lire. Alors je vous explique. Premier article, et après je me dis, mais après pendant le cours, je me dis, mais qu'est-ce que t'as foutu pendant 3 minutes à lire ces deux trucs? C'était quoi l'intérêt? Et je vous dis pourquoi c'est l'intérêt. C'est un peu tiré par les cheveux, mais moi ça me fait plaisir, alors je me lance. J'écoute. Je suis devant l'ordinateur, premier article, là j'ai vraiment, il n'y avait pas besoin de cliquer dedans. Je vois Justin, comment il s'appelle? Bieber, voilà. Justin Bieber fait encore de la peine à ses fans parce qu'on l'a vu sortir d'une maison close. Et moi, je tape une crise de rire. Mais tout seul, j'ai envie de me rouler par terre. C'est ce que j'ai envie? J'ai envie de trouver un endroit sur Internet où on peut se connecter avec le monde entier et dire ce que j'ai envie de dire. Et c'est traduit dans toutes les langues. C'est-à-dire hurler. Tout d'un coup, ça m'a fait penser à Hanouka. Je leur ai dit, mais... Hein? Ouais, ben je vais le faire. Je vais tweeter, tiens. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette blague internationale? C'est vraiment un système de goïm. Nous, les juifs, on sait très bien que
il y a un olam extérieur, il y a un olam intérieur, qu'il y a un jeu, que des fois ce que tu montes à l'extérieur, c'est pas forcément ce que tu as à l'intérieur, ce que tu as à l'intérieur, c'est pas... On sait qu'il y a un enjeu d'équilibre. On sait, puisqu'on a appris Hanouka, on a appris Yaakov Avinu, on sait cette dimension de jeu. Mais qu'est-ce qui nous la joue, ces blaireaux là? C'est quoi cet article? Mais comment le mec il ose écrire? Attends, regarde. Ce mec-là, il a fait sa fortune sur une mèche de poney. Toute la journée, il est là à se frotter à des voitures et à parler You love me, I love you. Tu crois que le soir, il fait quoi? Picsou Magazine? Qui rentre chez lui, il embrasse sa mère, il l'aide à faire la vaisselle. Qu'est-ce que c'est que ce shaker? Qu'est-ce que c'est que ce truc du genre? Ils sont vraiment choqués de son attitude. Mais toute la journée, il te parle, excuse-moi, de biche, biche, biche toute la journée. Tu crois qu'il fait quoi le soir? Il lit des maths, il révise, il refait son bac. Mais qu'est-ce que c'est que ce shaker? Et les gens, ils adorent. Il n'y a pas un mec qui dit je m'attendais pas à mieux. Hein. Je suis pas. Non, les fans sont super déçus. Mais de qui tu te moques? Extérieurement, et toi aussi, tu es tout le temps en train de parler de beauté, beauté, beauté. Tu crois que le mec, il va rentrer chez lui, il va se dire non, Dieu va m'envoyer ma femme. Et il va la chercher là-haut. Arrête! Qu'est-ce que tu me. On dirait que. Grec, tu vois? On dirait. Oh, comment. Genre. Mais oui, donc tu dis arrête, c'est quoi ce truc-là? Tu voulais me faire croire que l'extérieur. Et en plus, pourquoi? Parce que comme on arrive de plus en plus proche de la Géoula, les masques tombent, la lumière de la Géoula, elle approche, comme à Hanouka. Donc qu'est-ce qui se passe? De plus en plus de juifs font tchouva. Pas forcément ils deviennent rabbins, mais de plus en plus de juifs, ils ont un réveil, ils parlent de Dieu même en Thaïlande, mais ils parlent, d'accord? Il y a quelque chose, pourquoi? Parce que la lumière de la Géoula, elle approche, et comme elle approche, les masques tombent. Donc forcément un juif, même si c'est pas ce que ça veut dire encore, il se dit, je suis juif, il y a Dieu, je veux pas, mais il y a quelque chose qui se réveille, parce que En Malasod, la lumière, elle arrive. Deuxième article que j'ai vu, et je me disais, pourquoi tu as vu ça? Sur les avions. Ils expliquaient 10 ou 15 trucs qui existent dans les avions que vous savez pas, et je vous explique pourquoi. Moi, comme je déteste l'avion, j'ai dit, tiens, on va se marrer. Ah, tu l'as vu? Alors voilà. Il y a 13 minutes d'oxygène. Voilà, exactement, ok. Non, j'ai envie de mourir. Attends, non, on parle pas, j'ai mal au ventre. Là. C'est comment? C'est un article sur les trucs qu'il y a dans l'avion que tu sais pas et qui c'est mignon. Bah, tu leur donneras le lien? D'accord. Tu veux que je te le donne? C'est une mémoire de fou. Sur Slate. Je sais pas ce que c'est. Oui, c'est ça? Exact. Moi je l'ai vu sur Yahoo, mais j'ai vu qu'il a renvoyé sur Slate. Je sais pas ce que c'est. N'allez pas trop vous balader. Internet c'est dangereux, la vérité. Yahoo, moi j'ai vomi. Hein. Je sais pas. Je vous en. Non, alors voilà. Franchement, tu te prends l'avion souvent? Lis pas. Alors, lis pas. Enfin, c'est pas hyper utile. Non, moi que tu fais Avodat Hashem, ça va t'aider à comprendre des choses. Moi, ça m'a permis de rester chez moi et de comprendre ce que je vais te dire maintenant. C'est quoi le truc? Il te dit comme ça. Il te dit quand il y a un atterrissage de nuit, ok. Alors, il y a deux. Voilà, il y a deux choses. On ouvre les volets là, les hublots. D'accord? Alors toi tu dis, bon, c'est pour dire, on arrive et tout, ouais, je vois les trucs, l'aéroport, bon, ils s'en foutent, tu fais pas de photos. Ok, en fait, ils ouvrent les hublots parce qu'au moment de l'atterrissage, c'est là où on passe des paliers compliqués, etc. Et donc c'est là où peut se déclencher des incendies. Et donc ils ont besoin que les hôtesses qui se baladent par les fenêtres puissent voir très rapidement s'il y a quelque chose à l'extérieur de l'avion qui se passe. Donc c'est pas pour dire, allez monsieur, regardez, on arrive à Roissy, oh, je vois la mer de Tel Aviv, rien à voir. Bon, l'homme échané, ça c'est pas grave. Maintenant, quand tu fais un atterrissage, c'est horrible. Non mais moi je comprends. Non mais vous allez voir que je suis un malade mental, bon Hachem, mais moi j'ai compris pourquoi j'ai lu. Enfin, en tout cas. Ils te disent que quand tu atterris de nuit, ils éteignent les lumières. Alors je suis désolé, c'est pas logique en réalité. Toi, quand tu veux réveiller quelqu'un ou c'est le moment d'arriver, au contraire, tu allumes les lumières, tu ouvres les fenêtres, tu ouvres la fenêtre pour que l'air y passe et que ton gosse il se réveille du froid. On devrait allumer les lumières. Non, quand c'est un vol de nuit, on éteint les lumières. On laisse les lumières les plus basses. Explication. Il va rigoler. Ouais, mais c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, ce qui se passe, c'est que, étant donné que dans l'atterrissage, c'est à ce moment-là où c'est une manœuvre qui n'est pas évidente, d'accord? Si, Chazvé Shalom, il y a quelque chose une manœuvre d'urgence à faire, la première chose qu'on va faire, c'est éteindre les lumières. Pourquoi? Parce que l'électricité dans l'avion, elle est créée par un maximum de choses, etc. Et c'est dangereux. Incendie, ça peut créer plein de trucs. Donc, si qu'on voit qu'il y a une manœuvre d'urgence, la première chose, c'est qu'on va se mettre en mode éteint. Ça veut dire qu'on va fonctionner en fluorescent. On va pas mettre de l'énergie pour allumer l'avion. Donc, étant donné que dans une manœuvre d'urgence, le temps de réaction, il est extrêmement important parce que tu as très peu de temps pour réagir,
Si tu as allumé les lumières et que tu les éteins, il va avoir un temps d'adaptation pour chaque passager entre le fait que tu étais dans un endroit où tu voyais bien et le fait que tout d'un coup on t'éteint. Pour pas perdre ce temps d'adaptation de ta vue entre le moment où tu étais dans la lumière et tout d'un coup on t'éteint plus la peur, on te laisse dans l'obscurité de la mort. D'accord? Non mais, on te laisse... Non, les chaim, tout va bien. Hein? D'accord, j'ai rien dit. Bon, je vous dis juste que on te laisse dans l'obscurité. Moi, je me suis dit, mais pourquoi là, tu lis un truc pareil? C'est juste pour t'angoisser, je m'en fous, je prends pas l'avion. Mais c'est pas ça. Je me suis dit, hein? C'est pour ça que t'es pas venu au monde. Ouais, j'ai l'avion, ils ont pas trouvé un bateau qui va aussi vite. Non, je rigole. Non, c'est pas pour ça. Je veux dire, on a écouté 2-3 de tes cours, tu vas pas au monde. On monte pas dans l'avion, trop dangereux. Non, bon alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais j'ai compris pourquoi j'ai lu ça. En réalité, c'est la même chose dans la Géoula. Kadosh Baruch Hu, avec Hanouka, avec la Chassidout, avec les tzadikim, il te fait toucher un peu à la lumière pour que quand tu vas atterrir et que tu vas recevoir la vraie lumière de la Géoula, tu seras un peu habitué. Donc c'est la même chose à l'inverse. L'un veut te gérer l'obscurité, mais nous c'est la lumière. Ça veut dire qu'en réalité aujourd'hui, on doit vraiment faire un travail sur... Pose une question. Je dois équilibrer ma vie. Vous savez, quand on fait tchouva, des fois, on dit « Je veux que la Torah !» Je veux plus que la Torah. Tu jettes tes Picsou, tu gères ton ancien album de Michael, tu déchires ton jean. C'est important. Pourquoi? C'est important pourquoi? Parce que tu étais dans une situation A, et tu sens que pour t'élever, il faut que tu ailles à l'extrême. Mais c'est pas l'extrême le but. L'extrême, c'est de revenir au milieu, à l'équilibre, pour construire, pour donner de l'éternité, pour pouvoir éclairer les gens. Quand tu es complètement allumé, tu éclaires les gens allumés. Mais quelqu'un qui te connaît, il se dit, mais qu'est-ce qu'il a ce mec-là, il a été piqué, c'est pas possible. Il me parle pas, il me regarde comme ça, il me dit... Alors, c'est vrai que, je répète, c'est vrai que cette étape-là, de vouloir s'arracher de ce qui t'a fait tomber, elle est utile parce que tu n'as pas les kélis, tu veux t'enlever de l'obscurité, donc tu vas chercher de la lumière mamache. Mais après, qu'est-ce qui va te faire Dieu? Eh ben, il va te remettre dans le monde. Il va te remettre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va te permettre de toucher à de la lumière pour que tu te laves des choses qui t'ont fatigué, mais il va te remettre dans un système où tu vas devoir prouver qu'aujourd'hui, la chose, elle est équilibrée. Ça veut dire que la plus belle preuve de tchouva et la plus belle preuve de shalom bayit, etc., c'est l'équilibre. Ça veut dire que tu peux, toi, savoir que le moment le plus important dans ta journée, c'est la tfila, mais tu peux aller au travail et être un mec sérieux qui travaille. Tu peux savoir que... c'est-à-dire que tu peux équilibrer. Et plus tu es un tzaddik et plus tu es capable d'équilibrer des choses très extrêmes, plus tu es fragile et plus on te dit fais pas le fou, fais pas genre tu vas aller en boîte de nuit pour aider les gens parce que tu vas te retrouver avec la plume et le sifflet dans la bouche. Donc détends-toi. Non, ça veut dire que plus tu es fort, plus tu es capable d'équilibrer, mais il faut se connaître. Au début, équilibre des petites choses. Ça veut dire, fais de la Torah, garde ton petit jogging du matin. Fais d'un, tu vois, sois mignon dans ta façon, petit à petit, un peu de droite, un peu de gauche, etc. Maintenant, quelque chose de très impressionnant. Cet équilibre-là, on sait qu'il y a deux écoles pour la Hanoukia. Il y a Hillel et Shammai. On sait que la halakha, elle est comme Hillel. Principe, Hillel, on augmente chaque jour, on allume une, puis après deux, puis après trois, quatre, et ainsi de suite. On augmente. Ça, c'est Hillel. Shammai dit non. Le premier jour, tu en allumes 8, et après, tu enlèves. La halakha n'est pas comme Beth Shammai, puisqu'aujourd'hui, on est en galoute. Alors, si on reprend le fonctionnement que veut nous apprendre Hillel pour les derniers moments de la galoute et la Géoula, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous dit, quand tu veux équilibrer quelque chose, utilise le fait que tu vas progresser. Ça veut dire équilibrer, c'est pas courir, c'est construire. Équilibrer, ça veut dire étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Comment on équilibre une balance? On met pas un gros sac, ça pète, on dit ah non, c'est un peu trop lourd. On met 200, 300, 400, 500, 600, hop, on arrive à 1 kilo. Donc, première chose, quand tu vas chercher à équilibrer tes midot, équilibrer, etc., n'oublie pas une chose, si tu vas trop violemment, si tu fais trop le fou, tu vas déséquilibrer autre chose. C'est pour ça, Chas Veshalom, qui a écrit un truc extraordinaire. Vous connaissez les boules là, comme ça?
les jeux des boules là. Qu'est-ce que tu fais quand tu tires une boule à droite et que tu la claques trop fort? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégage une boule de l'autre côté. C'est ce qu'on te dit. Quand tu fais preuve de trop d'agressivité, de manque d'équilibre, tu dégages quelqu'un d'autre. Exemple, je fais une tchouva trop grande, je repousse ma famille. Pourquoi? Parce que je suis allé chercher trop loin mon équilibre. J'ai pas su garder face à eux un équilibre intelligent. J'ai pas réussi à rester au milieu, même si moi je progresse. J'ai pas réussi, donc résultat, ma façon de faire, elle a dégommé quelqu'un, elle l'a repoussé. Or, Yaakov, il repousse personne. Sinon, il aurait dû dire à Lavan, fils, je vais te démonter. Je vais te faire 2-3 noms de Dieu, parce que Yaakov, c'est pas. On a vu Yaakov. Yaakov, quand il s'agit de faire sauter le puits, il est puissant, Yaakov. Quand ses fils ils se battent et que Yaakov il arrive, il se couche. Yaakov aussi puissant que les 12. Donc Yaakov, c'est pas un bébé. Il aurait pu dire à Lavan, viens voir, tu peux passer dans mon bureau 2 secondes et lui mettre la tête au carré, même spirituellement sans lever la main. Mais on voit qu'il a compris que il est là pour gérer un équilibre. Il est là, il n'est pas là pour tout casser. Et pour travailler sur lui aussi. Aussi, pour réveiller, ouais, pour faire atterrir les cochotes qu'il a. Le tikkun que Yaakov, il y a écrit que si Yaakov n'était pas passé en Égypte, on n'aurait jamais pu ressortir. Et on voit la même chose avec Yosef plus tard. Parce qu'ils sont les hommes de l'équilibre, ils sont les hommes du caf du milieu. Donc c'est des gens qui sont capables d'être dans des choses extrêmes. Alors nous, on n'est pas capables. Nous, on doit jouer sur un terrain plus petit. On ne doit pas commencer, je te dis, à écarter les mains partout parce que, à force, on va se retrouver comme Esav. D'accord? Non, mais je rigole pas, c'est Vienne, c'est grec, c'est les Grecs. Force de croire qu'ils peuvent tout faire en un. D'accord? Les shampoings 2 en 1, c'est pas forcément les mieux. Hein. Force, il fait ni l'un ni l'autre. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La dernière chose que je veux dire, ça veut dire qu'on te dit progresse. Fais les choses progressivement. Un équilibre, c'est une progression, c'est un programme. Maintenant, regardez le truc extraordinaire. Vous le connaissez tous, ces choses-là, et je finis là-dessus. Quand tu prends une bonne décision, ou quand tu veux prendre une décision, quand tu veux avancer, tu te dis, bon, allez, cette fois-ci, allez, je me prends en main, ça je fais, ça je fais, ça je fais. En général, ce qui se passe, et tu le sais, tu réussis une fois, le lendemain, tout le monde t'attend là-bas. Tu sais, c'est comme tu dis, qu'est-ce qu'il est bon ce resto, et le lendemain, il est plein à craquer. Ça veut dire, je fais une mitzvah, j'allume une lumière, le Yetzara, il se dit, hop, 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 où tu vas toi? Le lendemain, sur la même mitzvah, elle est 10 fois plus dure. Ça veut dire que tu as toujours la chance du débutant, mais après, quand tu reviens sur la chose, la première fois que tu as étudié, tous les jours la Gemara, tu vas voir le Yetzara, comment il va te... Pourquoi? Parce que imagine le chandelier devant toi maintenant. Tu as bougie 1, bougie 2, bougie 3. Bougie 1, c'est Gemara. Bougie 2, c'est Avat Israël. Bougie 3, c'est autre chose, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Tu as allumé la bougie 1. Tu as réussi à faire du Limud Torah. Arrive le 2e jour. On te dit, regarde, qu'est-ce que tu vas allumer là? La Gemara, fils, il t'attend le Yetzara là-bas. Tu sais, c'est comme un mec qui te cherche à te faire casser la gueule. Il a vérifié que tu es au 20e étage. Le lendemain, tous les potes, ils sont au 20e. Ils t'attendent maintenant. Passe par les escaliers, fiston. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la même chose au niveau de l'équilibre, de l'intelligence de l'équilibre. Quand tu as travaillé une chose, maintenant, il y a plus de Yetzirah sur cette chose-là. Donc on te dit, tu sais comment tu vas faire? Tu allumes un nouveau sujet. Parce que le temps que le Yetzirah, il tourne sur le nouveau sujet, tu rallumes la première. Tu sais ce que ça veut dire? Ça s'appelle équilibré. Tu vas où à droite? Non, à gauche. À gauche, non, à droite. Ce qu'on avait dit sur la marche. T'es à droite ou t'es à gauche? Chut, je t'ai eu. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que c'est un sod incroyable. Pour vivre, on fait comme ça. On s'amuse. On fait un peu à droite, un peu à gauche. Un peu à droite, un peu à gauche. Ça veut dire vraiment que c'est le secret de l'équilibre, ça passe par là. Par cette capacité qu'on a à réussir à faire ce que je viens de dire. Ça veut dire, je progresse dans ma Torah, je dois faire un chidouche. Ça veut dire que si je veux maintenir mes 3 tfilotes, il faut que je pense à me dire, tiens, demain je fais un petit Teilim. Parce que du fait que je vais faire une nouvelle action, où là maintenant je vais être attaqué tout de suite, les autres vont être plus faciles. Mais si je commence par réallumer, alors vous allez me dire, c'est un peu compliqué, mais je vous explique quelque chose de un peu plus simple à pas expliquer, plus simple à faire. Beth Hillel, avec cette Hanouka, il nous dit, la lumière que tu as mis, et ça on l'avait vu, la rigueur que tu as eue hier, elle est plus suffisante pour maintenant.
La lumière que tu as allumée hier, c'est une vieille lumière. Allume la nouvelle. D'accord? Dans un autre langage, c'est ce que je viens de vous dire. Ce que tu as fait hier, c'est plus suffisant maintenant. Tu vas le refaire, mais c'est plus suffisant. Il faut amener quelque chose de nouveau. Donc tu vois, c'est quoi ce nouveau? C'est un équilibrage. Ce que j'ai fait partie du passé, je rajoute quelque chose parce que je rééquilibre. Pourquoi? Parce que j'ai des nouvelles forces, parce que j'ai un jour de plus, parce qu'on augmente, parce que l'obscurité augmente, donc j'augmente la lumière, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc Bezrat Hashem, on doit vraiment comprendre que on doit faire un travail d'équilibre, équilibre entre mon monde intérieur et mon monde extérieur. Vous allez vivre, vous allez être épanoui, vous allez trouver votre femme, vous allez plein de choses, plus vous essayez de moins avoir de distorsion entre votre monde intérieur et votre vie extérieure. Plus on arrive à vivre proche et à écraser les différences et à vivre un équilibre petit entre ce que je fais à l'extérieur, ce que je fais à l'intérieur, plus on construit et plus à ce moment-là on peut élargir. On peut être un homme de business, un homme de Torah, on peut être un homme de prière et un homme d'action. On peut être Yaakov, on peut être Israël. Ça c'est le secret. Bezrat Hashem, bon boulot pour tout le monde. Pourquoi tu touches mon portable? Je croyais que c'était lumière, j'ai fait. Génial, Jamais touché mon iPhone. génial.